Bienvenue. Le commerce international, c'est vrai que c'est un balai incessant de marchandises qui traversent les frontières. Mais comment s'assurer que tout le monde, que ce soit les douanes ou les entreprises, parle bien le même langage pour identifier chaque produit? C'est la grande question. Aujourd'hui, on va décortiquer un système clé, la nomenclature douanière ou ce qu'on appelle l'espèce tarifaire. On s'appuie sur quoi? Des présentations, des webinaires assez pointus, fournis par des experts des douanes, et puis des chambres de commerce. Notre mission? Comprendre ce code et, surtout, pourquoi c'est bien plus qu'une simple formalité administrative. C'est tout à fait ça. Ce n'est pas juste un numéro, loin de là. C'est la base pour calculer les droits de douane, pour appliquer les bonnes réglementations et même pour établir des statistiques fiables. Une erreur ici et les conséquences peuvent être assez lourdes, coûteuses ou bloquantes, oui. D'accord. Alors, entrons dans le vif du sujet. L'espèce tarifaire. Ce n'est donc pas le nom qu'on donne tous les jours à un produit. J'ai vu l'exemple de l'ordinateur portable qui devient une machine automatique de traitement de l'information. C'est assez parlant. Effectivement, oui. C'est une désignation officielle qui est codifiée par des chiffres et reconnue internationalement. C'est ce code, en fait, que les administrations douanières utilisent pour identifier précisément la marchandise sur les déclarations en douane. D'accord. Et cette codification, ça fonctionne par couches successives, hein? Un peu comme, vous disiez, l'image des poupées russes. C'est une excellente image, oui, tout à fait. Au cœur, on trouve les 6 premiers chiffres. Ça, c'est le système harmonisé. Le SH. Il est géré par l'Organisation mondiale des douanes, utilisé par près de 200 pays. Ah oui, quand même. L'idée, c'est d'avoir une base commune mondiale pour ces 6 chiffres. Une fondation universelle, donc. Et comment ça se précise ensuite? Par exemple, pour nous en Europe. Alors, l'Union européenne, elle, ajoute sa propre couche. Avec 2 chiffres supplémentaires, on arrive à la nomenclature combinée, la NC, à 8 chiffres. D'accord. NC, 8 chiffres. Voilà. C'est elle qui sert de base au calcul des droits de douane à l'importation dans l'UE et aussi pour les statistiques européennes. Attention, elle est remise à jour chaque année. Chaque année. Et on peut encore affiner. Parce que j'entends souvent parler d'un code à 10 chiffres, non? Oui, exactement. Ça, c'est le TARIC, le tarif intégré de la communauté. Il ajoute généralement 2 chiffres, donc 10 au total. Parfois même plus, avec des codes additionnels pour des mesures très spécifiques. Ah, d'accord. Le TARIC, lui, il intègre toutes les mesures commerciales spécifiques de l'UE. Les suspensions de droits, les quotas, les mesures anti-dumping, les normes sanitaires, phytosanitaires. Et lui, il peut changer tous les jours, Tous les jours. carrément. Oui. C'est généralement ce code TARIC à 10 chiffres minimum qui est exigé à l'importation dans l'Union européenne. D'accord. Donc on a la structure SH, NC, TARIC. Compris. Mais le vrai défi, j'imagine, c'est d'attribuer le bon code parmi des milliers de possibilités. Comment on s'y retrouve? C'est là que les fameuses règles générales interprétatives, les RGI, entrent en jeu. Vous mettez le doigt dessus. Exactement. Il y en a 6. Et elles sont cruciales parce qu'elles sont hiérarchisées. Il faut les appliquer dans l'ordre, une par une. La règle 1, c'est la base. Le classement se fait selon les termes des positions. Les positions, c'est les codes à 4 chiffres, c'est ça? C'est ça. Les termes des positions et les notes de section et de chapitre. Attention, un point important. Les titres de section ou de chapitre, eux, n'ont qu'une valeur indicative. Il faut impérativement lire les notes, surtout celles qui excluent certains produits. Ah oui, l'exemple classique que vous en parliez, les bicyclettes pour enfants. On pourrait penser jouets, donc chapitre 95. Ben oui. Exactement. Mais non, une note d'exclusion dit « Allez voir au chapitre 87 avec les cycles Voilà, exactement. C'est un très bon exemple. Bon, ensuite, la règle 2, elle couvre les articles incomplets ou non finis, qui sont classés comme complets s'ils ont le caractère essentiel, et aussi les mélanges. La règle 3, elle, intervient si un produit semble pouvoir aller sous plusieurs positions. ». Le cas compliqué. Oui. Alors là, on choisit d'abord la position la plus spécifique, c'est la règle 3A. Si ça ne suffit pas, on cherche celle qui confère le caractère essentiel au produit. Ça peut être la matière, la fonction, c'est la 3B. Et en dernier recours, si on ne peut toujours pas choisir, on prend la position la plus élevée numériquement. C'est la 3C. Cette règle 3B sur le caractère essentiel, elle doit être super importante pour les assortiments, non? Je pense à un coffret cadeau où vous avez soirée pâtes, avec les pâtes, la sauce, peut-être un peu de fromage. On ne classe pas chaque élément séparément, j'imagine. Bonne question. Si c'est un vrai assortiment, conditionné pour la vente au détail, c'est-à-dire plusieurs articles différents, pour satisfaire un besoin particulier, et conditionné ensemble pour la vente directe sans reconditionnement. D'accord. Il y a des conditions précises. Oui.
Alors, on classe l'ensemble sous le code de l'article qui lui donne son caractère essentiel, exactement la règle 3b. Et pour finir, la règle 6 précise que ces mêmes principes, eh bien, ils s'appliquent aussi pour descendre dans les sous-positions, c'est-à-dire les chiffres après les 4 premiers. Bon, c'est logique, mais ça demande clairement de la rigueur. Et si on doute encore, même avec les règles, vers quoi on peut se tourner? Il y a des aides. Oui, heureusement, il existe des aides précieuses. D'abord, les notes explicatives. Celles du SH, elles sont souvent payantes, mais celles de la NC, la nomenclature communée européenne, sont gratuites et disponibles en ligne. Elles donnent des interprétations officielles. Utile, ça. Très. Il y a aussi des bases de données en ligne. En France, on a RITA, c'est l'encyclopédie tarifaire en ligne des douanes. Et au niveau européen, il y a la base de données des RTC. RTC, qu'est-ce que c'est ça? Alors, RTC, ça veut dire renseignement tarifaire contraignant. C'est une décision écrite, officielle, de l'administration douanière qui va fixer le classement d'une marchandise bien précise pour un opérateur donné. Ah, c'est une sorte de rescrit fiscal, mais pour la douane. C'est un peu l'idée, oui. C'est gratuit, c'est valable 3 ans dans toute l'Union européenne et ça offre une vraie sécurité juridique. La demande se fait en ligne via des portails dédiés, comme Soprano Douane en France. Franchement, en cas de doute sérieux ou d'enjeux financiers importants, ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Oui, on comprend mieux l'importance de maîtriser ce système. Ce n'est clairement pas juste une ligne à remplir sur un formulaire, c'est un vrai enjeu stratégique pour fluidifier ses échanges et maîtriser ses coûts. Absolument. Anticiper les droits de douane, s'assurer d'être conforme à la réglementation, voire même profiter des avantages liés aux accords de libre-échange, tout ça, ça repose sur une bonne classification dès le départ. Tout à fait. Et pour ouvrir un peu la réflexion, pour conclure, au-delà de la simple application au jour le jour, on pourrait se demander comment est-ce que l'anticipation des changements de ces nomenclatures, on pense aux révisions du SH tous les 5 ans, comment cette anticipation pourrait devenir un véritable avantage concurrentiel pour une entreprise? Voilà, peut-être une piste à creuser. C'est une excellente question pour la suite. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.